Bonjour, c'est assez émouvant. C'est la lettre des signaux faibles numéro 200 aujourd'hui, ou là, ces jours-ci, vers le 9-10 avril 2003. La lettre numéro 200, ça veut dire que j'ai débuté cette lettre sur juillet-août 2003, il y a 17 ans, avec mon ami Philippe Breton. Et on l'avait appelé d'ailleurs la lettre des signaux émergents. Et je suis assez ému parce que voilà 17 ans d'écart, cette lettre que je vais recommander un petit peu plus loin sur une autre vidéo, j'ai voulu aussi expliquer dans les signaux de la lettre 200 qu'est-ce qui s'est passé en, en 13 ans, en 17 ans, pardon, 17 ans, non pas dire tous les événements qui sont passés, mais qu'est-ce qui s'est passé en termes de signaux faibles, parce que dans le fond, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est que les signaux faibles? Donc, je fais un simple rappel là maintenant. Un signal faible, c'est un fait paradoxal qui inspire réflexion, c'est-à-dire c'est un fait qui est caché, qui inspire une réflexion, c'est-à-dire pas, il ne va pas forcément ce qui va se dire, ce qui va se faire, il va dire ce qui pourrait se faire, non pas ce qui va se faire. Un signal faible, ce n'est pas quelque chose qui dit ce qu'il en est. Un signal faible, ce n'est pas un commentaire de l'actualité. C'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, à partir de 2013-2014, le mot signal faible, qui jusqu'à présent sur Google n'était référencé que pour moi-même, je dois l'avouer, et a été référencé de manière beaucoup plus générale. Et aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ce terme signal faible, mais ce n'est pas c'est dans l'idée de ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, ce que l'on comprend, qui est en train de se faire. Donc pour moi, ça c'est un signal fort. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qui est caché. Et c'est pour ça qu'en 2011, je crois, j'avais eu le prix d'intelligence économique de la part euh, de M. Juillet, de l'Académie de l'intelligence économique, parce que justement j'allais dans la matière grise, la matière cachée, l'information cachée, voire l'information noire, et l'information supposée, non pas directement l'information qui est que blanche. Voilà. C'est ça que je voulais rappeler sur ce que c'était les signaux faibles. Et puis, ben voilà cette première lettre. Je voulais la lire, puis si on a le temps, on regardera la deuxième. Signal numéro 1, distribution, Carrefour, quel avenir pour l'hypermarché? 4 ans après avoir fusionné avec Continent, Carrefour retrouve enfin la hausse de son chiffre d'affaires et de son résultat net. Pour autant, depuis plusieurs mois, les hypermarchés perdent des parts de marché. Et je mettais à suivre le réveil de l'hypermarché ou la continuation de l'explosion de la bulle hypermarché. Alors ça, c'est vraiment dans une démarche signal faible, c'est-à-dire qu'en 2003, dire à Carrefour, en fait, vous vous trompez. Vos grands hyper, parce que c'est pas aux petits hyper auxquels je pensais, vos grands hyper sont morts. Il faut les repenser. À l'époque, quelqu'un m'avait dit, je peux te présenter au directeur marketing, mais tu sais, si je perds un client, c'est un peu gênant. Et 3 ans après, cette personne m'a dit, c'est dommage, j'aurais dû te présenter parce que j'ai perdu le directeur marketing. Donc c'est ça pleinement de signal faible, et je mettrai en ligne quelque part ce que j'avais écrit dans cette lettre à l'époque, ou si vous voulez recevoir, vous m'écrivez en mettant hyper, et je vous enverrai l'article que j'avais écrit à l'époque. Signal 2, produits de grande consommation, quel avenir pour les marques? Les résultats du second semestre de grands groupes comme Kraft, Altria, Nike, etc., et d'études d'après TNS Sofres, à l'époque on parlait de TNS Sofres, TF1, confirment que les grandes marques souffrent tant de la guerre des prix que de leur baisse de pouvoir de conviction. Et à suivre était l'explosion de la bulle des marques est-elle possible? C'est-à-dire, c'est important, c'est l'explosion de la bulle des marques, c'est-à-dire que les marques se gonflent tellement, est-ce qu'elles peuvent exploser? Et c'est ce qui s'est passé récemment. On a vu que les grandes marques ont explosé, beaucoup ont disparu, et les MDD, les marques de distributeurs, se sont développées, et puis des marques locales, des petites marques, se sont développées. Voilà, c'est vraiment intéressant de noter là, à cette époque, mais dans le fond, est-ce que les grandes marques font toujours la loi? Social, les suites de la canicule d'août 2003. Ah oui, canicule d'août 2003. 15 000 morts. Les boomers avaient oublié les vieux.
Les boomers, donc nés entre 45 et 60, sont brutalement confrontés à leur vieillissement. Les grèves contre la réforme des retraites, on n'y arrivera pas. C'est toujours les grèves contre la réforme des retraites, on parle de 2003. Les ont particulièrement sensibilisés et concernés. La canicule a précipité le décès de plus de 11 000 personnes, c'est en fait 15 000 parents ou grands-parents. Et la question était, quelle évolution les relations temps grise, barbe blanche, boomer et vieux? Et c'est un thème qui se développe, qui est quelque chose de très important. À l'époque, 17 ans avant, les boomers font maintenant, pour certains, partie des vieux. Et on voit ce qui se passe avec la crise du Covid, quelles sont les relations, avec une question importante qui est posée par la crise du Covid, faut-il sauver les vieux ou faut-il donner de l'espoir aux jeunes? C'est un débat absolument énorme qui est posé et qui est toujours, qui celui-là est d'actualité. Le signal 4, c'était société et marketing, parler d'obésité n'est plus une obscénité. Le facteur de l'obésité, la facture de l'obésité est en passe de dépasser celle du tabac. Des industriels prennent des mesures pour combattre l'obésité. Or, le marketing privilégie en 2003 le développement durable. En 2003, le développement durable. Quelle est la priorité d'action entre obésité et développement durable? Et il faut dire qu'en 2003, je crois, c'est la première fois que l'OMS parlait de quelque chose de mondial et disait de l'obésité, c'est une pandémie mondiale. Aujourd'hui, l'OMS, quand il agit, on a trouvé ça tout à fait normal. En 2003, c'est la première fois qu'il prenait une position mondiale. Il donnait des avis, mais là, c'était une nouveauté. L'obésité, on le voit dans le cas de la Covid, ce sont des cas de morbidité, les problèmes de surpoids, de tout ce qu'on connaît au niveau de l'obésité, et ça n'est toujours pas solutionné. Bien au contraire, le nombre d'obèses augmente, et d'ailleurs pour mémoire, par rapport à un sujet comme la Covid qui se développe aujourd'hui, lorsque les gens partent à la campagne, il se trouve que l'augmentation de l'obésité concerne d'une manière plus importante les gens qui partent à la campagne. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont à la campagne, ils ont envie des services de la ville, ils ont envie des services d'une salle de sport. La salle de sport à la campagne, c'est le tour du champ de maïs. Et il y en a qui n'aiment pas trop faire ça, ça salit. Donc ils font plus de sport, ou ils n'ont plus le temps de faire du sport, parce qu'ils prennent leur voiture pour aller travailler, puis pour revenir travailler. Vous voyez comme quoi, 17 ans après, les signaux sont toujours d'actualité. Dernier signal, c'était l'international, l'Inde, un investissement d'avenir. L'Inde devient l'arrière-boutique, le back-office de la banque, de l'assurance mondiale, de la distribution avec Tesco. Malheureusement, c'est un échec, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Le lieu de centre d'appel téléphonique avec entre autres lieux, Bangalore, qui est la Silicon Valley indienne. Mais 52 morts à Bombay le 25 août et d'autres encore, c'est-à-dire les attentats contre des étrangers qui avaient eu lieu et qui avaient tué notamment des industriels français, le 25 août 2003, ça faisait réfléchir. Délocaliser comporte aussi des risques. Comment les anticiper? Vous voyez, comme la question était forte il y a 17 ans, comment réfléchir à la délocalisation par rapport à des effets nationalistes que l'on peut avoir. Aujourd'hui, il y a en Inde un gouvernement nationaliste, comme il y a en Turquie un gouvernement nationaliste, comme il y a en Russie, en Venezuela, en Chine, etc., des gouvernements nationalistes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que les étrangers partent, ou de racheter les étrangers qui sont là, à condition qu'ils aient transmis leur savoir. Donc, c'était déjà le problème de la délocalisation qui était posé et des risques qui s'en suivaient. Voilà, c'est déjà long, je ne vais pas vous donner la deuxième lettre, je la mettrai en ligne, je mets les liens en dessous. Voilà, c'est étonnant, lire une lettre d'il y a
d'il y a 17 ans, lettre des signaux faibles d'il y a 17 ans, la lettre numéro 1, on en est donc à la lettre numéro 200. Lire cette lettre, on retrouve des sujets d'abord qui étaient effectivement des signaux faibles, en sens que c'était des choses qui commençaient à émerger, et avec le recul, on se dit, mais oui, beaucoup de ces choses qui sont dites sont évidentes. Ben, je suis content, ça veut dire qu'elles n'étaient pas fausses, parce qu'on a le droit de se tromper totalement. On peut avoir des idées sur le suivi qui sont complètement fausses, c'est pas le cas. Et donc, voilà, c'est des choses intéressantes. Il y a 199 autres lettres. Je repars en plongée avec grand plaisir et lisez bien la lettre 200. À très bientôt.